Bonsoir à tous. Merci d'être présents aussi nombreux pour partager la Saint-Valentin avec moi. Elle était facile. Donc en effet, le cours... D'ailleurs, je vais vous mettre peut-être un petit fond d'écran qui fonctionnera mieux. Le cours s'intitule « Lisbonne et les œillets de la liberté ». Mais permettez-moi un petit préambule avant de commencer réellement. Ouais, j'ai pas le retour de... Ah si, c'est bon. C'est bon, ça fonctionne. Permettez-moi un petit détour par l'actualité. En effet, comme l'a dit Anne, et je la remercie de m'avoir présenté correctement, j'ai fait une thèse de doctorat sur l'histoire de la Révolution portugaise à travers le cinéma. Et le cours que je vais vous donner aujourd'hui puise essentiellement dans mes recherches de doctorat. Ces recherches de doctorat, elles ont été rendues possibles par le soutien de l'université Sorbonne Nouvelle dans laquelle j'ai fait mon doctorat, par le soutien de ma directrice de thèse, Nicole Brenez, qui m'a toujours soutenu, par le soutien également de mes amis, dont certains sont présents dans la salle, et ça fait toujours plaisir, et le soutien également de plusieurs collègues à l'université, ainsi que des personnels de la Cinémathèque portugaise qui ont beaucoup contribué par ailleurs aussi à ce cycle. Cependant, je ne peux pas commencer ce cours sans évoquer la colère qui m'anime en ce moment, aujourd'hui, plus qu'à tout autre moment de ma carrière universitaire, ou devrais-je dire même la colère qui m'anime depuis que je suis conscient d'être un citoyen, membre à part entière du collectif que nous formons en tant que société. Les réformes actuelles du gouvernement Macron, et spécifiquement le projet de loi de programmation pluriannuelle de la recherche, la LPPR, qui s'attaque à l'université, fait en fait une attaque brutale envers ce que je suis devenu et ce qui me permet d'être devant vous pour faire ce cours. Je suis un enfant de l'école publique et gratuite. J'ai été boursier depuis le lycée en zone d'éducation prioritaire. Je suis un étudiant qui a travaillé depuis ses 17 ans pour pouvoir continuer à avancer dans les études d'histoire et de cinéma. Je suis titulaire d'un doctorat et je suis une anomalie sociale, donc, et un précaire de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui est aujourd'hui relégué et humilié par les gouvernements libéraux successifs qui s'enorgueillissent de promouvoir une fallacieuse méritocratie, selon moi. Les mesures proposées dans les rapports qui constitueront la LPPR sont les reflets de l'idéologie libérale du gouvernement. Elles me sont, j'inclus mes collègues, insupportables. J'en profite pour saluer mes étudiants mobilisés à l'UFR Art à Amiens, qui me donnent de la force, et mes collègues aussi, certains de mes collègues, pas tous, qui sont en lutte. Pour citer un écrivain qui m'est cher, un écrivain et sociologue important, Didier Ribon, écrit dans Retour à Reims, « Une guerre se mène contre les dominés. Et l'école en est donc l'un des champs de bataille. » Eh bien, que le gouvernement sache aujourd'hui que le combat ne nous fait pas peur et que nous sommes toujours prêts à lutter. C'est aussi ce que m'ont enseigné les films dont je vais vous parler dans ce cours. Merci. Donc, merci voilà, de m'avoir écouté pour ce petit préambule, et maintenant nous allons commencer le cours, ne vous inquiétez pas. Puisqu'il s'agit de revenir sur une période cruciale et assez importante de l'histoire portugaise et européenne, permettez-moi une deuxième chose, c'est de faire de l'histoire et d'assumer ce que Scarlett Farge, donc une historienne, appelle un désir historien pour la Révolution. La Révolution qu'il faut penser comme processus, comme événement et rupture. Et donc, je vous ai mis ici quelques petites dates pour que vous puissiez avoir le cadre dans lequel les films dont je vais parler vont s'inscrire. Le 25 avril 1974 a été le théâtre d'une pièce révolutionnaire dont Lisbonne était le cadre principal. C'est le moment où le Portugal est entré dans une nouvelle ère.
Le régime dictatorial d'État nouveau, Estado Novo en portugais, avait duré plus de 48 ans et s'est effrité pour plusieurs raisons sur lesquelles je vais revenir, avant de s'effondrer complètement par un coup d'État le 25 avril 1974. Premièrement, pour expliquer pourquoi il y a eu une révolution, tout simplement, je vais m'appuyer sur les travaux d'un sociologue qui s'appelle Boaventura de Sousa Santos, je le prononce à la française. Il a expliqué en fait que le régime portugais avait connu plusieurs crises qui étaient des crises de remise en question de son autorité. Le nom du dictateur, bon, je pense que maintenant vous avez peut-être été habitué à l'entendre dans peut-être d'autres cours ou en voyant des films, Salazar. Le régime de Salazar s'est progressivement effrité pour plusieurs raisons. Les trois raisons qu'évoque Boaventura de Sousa Santos, la première, c'est une crise de légitimité et d'hégémonie. C'est-à-dire que l'État, l'organisation de l'État est rentrée en crise progressive à la fin des années 50, début des années 60. Le deuxième élément conséquent, c'est ce que j'ai noté derrière aussi avec les différentes dates que vous avez, c'est l'importance, et là il faut sortir de Lisbonne, il faut sortir du Portugal, l'importance de la guerre coloniale. Il y a eu plusieurs révoltes qui se sont matérialisées dans les anciennes colonies portugaises entre le milieu des années 50 et le début des années 60. Les principaux mouvements de libération africains ont émergé dans ces moments-là. Je ne les ai pas notés ici, mais voilà, je vais juste citer ces mouvements. Le MPLA, qui est le Mouvement populaire de libération de l'Angola, le PAIGC, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, qui ont été respectivement fondés en 1956 par Mario de Andrade et Agostinho Neto et Amilcar Cabral pour le PAIGC, et la Frelimo, qui est le Front de libération du Mozambique, qui a été fondé et dirigé par Eduardo Mondlane en 1962. La guerre coloniale a duré 13 ans, jusqu'aux années 74-75, et a été le pôle d'où a éclaté une autre révolte, celle des soldats qui étaient engagés dans la guerre coloniale. Les capitaines, essentiellement, ce qui va donner un mouvement qu'on va appeler le mouvement des capitaines, ou mouvement des forces armées, qui va renverser le régime dictatorial au Portugal. Le troisième élément que relève Sousa Santos, c'est ce qu'il appelle un blocage idéologique. En fait, Salazar, qui était le chef de l'État, a été victime d'un accident vasculaire cérébral en 1968 et il ne pouvait donc pas continuer à exercer son pouvoir, même s'il ne l'a jamais su, puisqu'on lui a dit qu'il était resté à la tête du pays malgré les 2 dernières années où il n'était pas conscient. Il avait été nommé président du Conseil à vie. Il a été remplacé par Marcelo Caetano, qui a donc été celui qui a succédé jusqu'en 1974. Et donc, je précise ça parce que c'est ce qui a donné ce qu'on appelle un printemps marcelliste, c'est-à-dire une période de relative ouverture qui n'était plus aussi rigide qu'à l'époque de Salazar. Et donc, à partir du 25 avril 1974, s'ouvre un processus révolutionnaire. J'ai noté aussi la date derrière, la période 74-76 avec écrit l'acronyme PREC, qui veut dire processus révolutionnaire en cours. C'est le nom de cette période, le nom qu'on a donné à cette période, qui inclut donc le coup d'État du 25 avril 1974, mais qui va ensuite découler sur bien d'autres choses et qui englobe en fait divers mouvements sociaux, notamment le mouvement paysan, dont je ne parlerai pas aujourd'hui puisqu'on va rester à Lisbonne, et dans la continuité de changements, également des changements sociopolitiques, et qui permet, selon moi, et c'est ce que j'essaye aussi de faire, d'intégrer les arts et le cinéma dans ce processus révolutionnaire. Donc la révolution va ensuite, comme processus, se répandre dans tout le pays. C'est par ailleurs un des enjeux du cinéma portugais aussi, c'est-à-dire de suivre cette révolution qui va se répandre et qui va redécouvrir quasiment qu'elle est un pays qui n'est pas juste à Lisbonne, mais comme l'enjeu de ce cours, c'est de parler de Lisbonne, je vais occulter tout un pan du cinéma produit à cette époque-là. Je reviens aussi rapidement sur cette histoire l'histoire du cinéma portugais par rapport au moment de la Révolution. Je pense que ça a été discuté déjà auparavant, et si vous êtes venu écouter le cours de José Manuel Costa, qui est le directeur de la Cinémathèque portugaise, vous avez aussi des informations là-dessus. Le cinéma portugais avait connu un moment déjà de renouveau et d'expérimentation dans les années 50, enfin les années 60 plutôt, pardon, et jusqu'au début des années 70. C'est ce qu'on a appelé le nouveau cinéma portugais, le cinéma novo. Et dont un des films, d'ailleurs le film qui a fait l'ouverture du cycle, Les Vertes Années,
est un des films emblèmes. C'est un film qui est sorti en 1963. D'ailleurs, il repasse demain, je crois, à 15 h. Voilà. C'est un cinéma, le nouveau cinéma portugais, qui est un cinéma essentiellement lisboète, pour le coup. Et donc, il faut rappeler que c'est un cinéma qui est ancré dans la ville de Lisbonne et qui est le seul endroit, le seul pôle d'où peut partir un renouveau du cinéma à ce moment-là. Il faut rappeler aussi quelque chose d'important qui expliquera un peu la teneur aussi, ou la façon dont les films ont été produits par la suite pendant la Révolution. Il s'est passé quelque chose d'assez exceptionnel, c'est dans la deuxième partie de ce qu'on a appelé le nouveau cinéma portugais, il a été demandé, enfin je ne reviens pas sur les détails, mais en fait les cinéastes ont fini par s'organiser sous la forme d'une coopérative. Mais tous les cinéastes qui voulaient faire, cinéastes et techniciens qui voulaient faire des films au Portugal, ont dû, après 68, s'organiser sous la forme d'une énorme coopérative qui s'appelait le Centre portugais du cinéma, le CPC. Pourquoi ? Parce que pour obtenir des financements, il était nécessaire qu'ils fassent appel à une fondation privée qui s'appelait qui s'appelle toujours la Fondation Gulbenkian, qui est une énorme fondation qui promeut et défend la culture des arts portugais et les arts portugais. Et donc, pour financer le cinéma portugais, elle demande aux cinéastes de s'organiser en coopérative. C'est important parce que la forme d'organisation qu'est la coopérative est évidemment extrêmement connotée politiquement, et va aussi, tout de suite après, susciter des envies et des initiatives au moment de la Révolution. D'ailleurs, le CPC va exploser, en fait, ou plutôt imploser au moment de la Révolution, puisque les cinéastes qu'il a formés vont essayer, chacun de leur côté, de former leur propre coopérative selon les projets et leur envie par rapport à la Révolution. Je le dis là maintenant, donc l'implosion du CPC va permettre de voir émerger donc plusieurs coopératives qui s'appellent, je donne leur nom parce qu'après je les évoquerai quand je vous montrerai les films. Les principales s'appellent la Cinequipa, les deux principales Cinequipa et Cinequanon, et puis ensuite deux coopératives peut-être un peu plus mineures que sont le Groupe Zéro et Virver. Le CPC va continuer d'exister, c'est-à-dire qu'il reste plus grand monde dedans, encore qu'il reste Manuel de Oliveira dedans, c'est pas rien. Et en même temps, voilà, ce CPC va continuer d'exister et de produire des longs métrages essentiellement, même après la Révolution. Mais ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est, je en reparlerai un tout petit peu après, quelque chose que le cinéaste Antonio Pedro Vasconcelos a décrit, quand je l'ai rencontré à Lisbonne, comme à travers une phrase en disant « L'antifascisme nous unissait, la démocratie nous a séparés ». Plus facile de s'unir quand on a un ennemi commun. Voilà, l'enjeu du coup de ce cours, évidemment, c'est de revenir plutôt ici sur le cinéma, alors en partie le cinéma militant, mais pas que, le cinéma qui a été produit donc à Lisbonne et qui a accompagné d'une manière ou d'une autre la Révolution. Et donc mon idée, c'est de me poser la question, voilà, comment les films ont essayé de saisir ou de sublimer ces instants uniques au sein de la belle capitale portugaise. Autrement dit, quelles images avons-nous de Lisbonne durant la dernière révolution romantique d'Europe ? Je reprends ici la phrase de quelqu'un qui s'appelle Jean Paillet, qui est un témoin de la Révolution et qui parle d'une dernière révolution romantique en Europe. Et pour y répondre, en fait, je ferai aussi moi-même, et c'est voilà, lié à la date aussi, vous vous en doutez, une tentative de réponse romantique à travers 6 moments de Lisbonne en Révolution. Et le premier moment, je vous propose que je ne dise pas grand-chose, mais qu'on l'écoute. On va regarder le premier extrait, puisque vous le savez aussi peut-être, c'est une révolution qui a été lancée par une chanson. Et donc on va le regarder et l'écouter. Donc est-ce qu'on peut regarder le premier extrait ? Merci. Grândola, Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. Grândola, Vila Morena, terra da fraternidade. O
povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade, dentro de ti, ó cidade. O povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada rosto igualdade, o povo é quem mais ordena. O povo é quem mais ordena. Sim, foi o povo fardado quem escreveu os primeiros versos do poema revolucionário, começado na madrugada de 25 de abril de 1974. Uma canção popular abriu às 0h20 desse dia histórico as portas dos quartéis para dar início à batalha pela liberdade, a igualdade e a paz. Muitos homens que se mantêm no anonimato discretamente, contentes pelo dever ter sido bem cumprido, esquecidos já dos riscos que correram ao longo dos meses de preparação do movimento, trabalham agora na reconstrução do seu país, enfim livre. Que já não sabia a idade. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. Voilà, donc c'est un extrait d'un film qui s'appelle Les Chemins de la Liberté, Caminhos da Liberdade, qui est un film justement de la Cinequipa, donc une des coopératives qui va se mettre en place immédiatement au moment du 25 avril 1974. Et c'est vraiment la première séquence du film et qui est une séquence très importante, puisque en fait ce que vous avez vu, bon, la chanson, certains peut-être la connaissent déjà, puisque c'est la chanson emblématique de la Révolution. Je vais en dire un mot après. Mais ce que vous avez vu, sont aussi des images uniques, puisque ce sont les images tournées au moment où la chanson est envoyée à la radio pour justement déclencher, enfin pas vraiment déclencher, mais donner un signal important pour la Révolution. Donc ce sont à la fois des images documentaires brutes, sur lesquelles je vais revenir, et en même temps, voilà, une espèce de séquence qui aujourd'hui pourrait être vue comme une séquence simplement symbolique, emblématique. C'est pour ça que par ailleurs, je m'excuse du fait qu'il n'y avait pas de sous-titres au moment où vous avez entendu. Il y a quand même une voix off qui intervient dans quasiment la fin de l'extrait. J'avais pas d'extrait avec sous-titres, mais bon, ce qui m'intéressait, c'est vraiment le bloc que constitue cette séquence en tant que simplement passage de la chanson qui devient la chanson symbolique et qui en même temps, sur le coup, est simplement un signal radio en fait. La chanson sert de signal radio. Alors pourquoi ? Parce que la Révolution, donc, comme j'ai dit, a été lancée par une chanson. En fait, il y a eu 2 chansons qui sont passées à la radio dans la nuit du 24 au 25 avril. Une première qui est passée un petit peu avant minuit, qui s'appelle « Depois do Adeus », après l'adieu. Et celle-ci qui est passée vers minuit 20, donc à une radio qui s'appelle Renascença, Radio Renaissance, et qui signifiait en fait, si cette chanson passait à la radio, ça voulait dire que désormais, les opérations militaires pour renverser la dictature ne pouvaient plus revenir en arrière. Donc là, ce que vous venez de voir, c'est aussi le moment qui veut dire « c'est sûr, on ne peut plus revenir en arrière ». Et donc c'est pour ça aussi qu'on peut analyser, on va dire, le comportement de l'animateur radio qui est là, donc qui s'appelle Leite de Vasconcelos, qui a la mission de passer le disque, et en même temps, une fois qu'il l'a fait, il sait que si les soldats ont entendu le signal, ils ne peuvent plus reculer dans Lisbonne. Et donc à ce moment-là, il faut imaginer que le hors-champ
de cette séquence, c'est des soldats qui sont en train de descendre sur Lisbonne pour aller prendre les lieux clés et obtenir la capitulation du gouvernement de Marcelo Caetano. Voilà. Alors comment l'équipe de Cinequipa a pu filmer ce moment-là? Ça pourrait être une des premières questions, évidemment. Eh bien, en fait, dans l'équipe de Cinequipa, il y avait un journaliste qui s'appelait Álvaro Guerra, qui avait été mis au courant par un des leaders du mouvement armé qui allait renverser la dictature, le mouvement des forces armées dont j'ai parlé très rapidement tout à l'heure. Un des stratèges de ce coup militaire lui a dit, voilà, il faut que tu sois en charge de l'organisation de lancement de signaux radio avec des chansons qui vont passer. Et donc Álvaro Guerra a passé la soirée, la veille, donc le 24 avril, chez un ami à lui qui est Fernando Matos Silva, qui est un réalisateur portugais, qui avait déjà fait des films au moment du nouveau cinéma portugais. Et il n'a pas tenu, en gros, vraisemblablement, il lui a dit, voilà, en fait, il va se passer un truc cette nuit, et il y a des chansons qui vont passer à la radio, et la révolution va commencer. Et donc, évidemment, Fernando Matos Silva n'a pas tenu, il a appelé son frère, il a appelé tous les techniciens qu'il connaissait, qui formaient déjà plus ou moins la coopérative, sans que ça n'ait vraiment la forme d'une coopérative, et ils sont partis immédiatement tourner dans les locaux de la radio le plan quasi fixe que vous avez vu ici, et qui sert de début au film Les Chemins de la Liberté. Alors, Fernando Matos Silva, quand je l'ai rencontré à Lisbonne, il m'a dit voilà, que c'était évidemment quelque chose qui s'était fait de manière totalement spontanée. En même temps, on sait aujourd'hui qu'en fait, comme j'ai dit, ils étaient déjà dans la coopérative principale qui est le CPC, et ils savaient eux aussi, quelque part, qu'il allait se passer quelque chose, puisqu'il y avait déjà eu une tentative de coup d'État au mois de mars qui avait avorté. Donc on était dans une période, dans une séquence où en tout cas on sentait que le régime pouvait vaciller. Mais en tout cas, quand il en parle, il dit voilà, Les Chemins de la Liberté, c'est vraiment un film fait des premières images qu'on a tournées dans les rues de Lisbonne au moment du coup d'État. Et il dit voilà, quand je lui posais des questions sur ce film, il dit c'est un documentaire ou plutôt un document. Et voilà, la nuance entre documentaire et document est importante, puisque c'est vrai que c'est un film qui ne va pas avoir d'existence en tant que film documentaire, en tant que film de cinéma documentaire, puisque c'est un film qui va passer à la télévision très rapidement et qui sera plutôt vu comme une espèce de témoignage, de reportage sur ce qui s'est passé cette nuit-là. Alors, la chanson que vous avez entendue, donc c'est une chanson qui s'appelle Grândola Vila Morena. Grândola qui est le nom d'une ville au Portugal, Vila Morena qui veut dire ville rouge. C'est étonnant que cette chanson ait servi de signal à la radio, puisque les paroles de la chanson sont assez explicites, et c'est assez étonnant que cette chanson soit passée entre les filets de la censure, qui était très effective au Portugal dans les années, même encore jusqu'au début des années 70. La première strophe, si je vous la traduis, donc que vous avez entendu, Grândola Vila Morena, donc Grândola ville rouge, terre de fraternité. C'est le peuple qui dirige en ton sein aux cités. Donc, clairement, c'est une chanson dont le texte repose sur donc, la notion de pouvoir populaire, qui est évidemment pas du tout en accord avec ce qu'était le régime de Salazar ou de Marcelo Caetano. La chanson est une chanson de José Afonso, surnommé Zec Afonso, qui est un grand chanteur de ce qu'on appelle la chanson d'intervention au Portugal, donc chanson militante, qui avait eu affaire à la censure pour plein d'autres chansons parfois, qui a été très embêté pendant plusieurs années, mais paradoxalement, comme j'ai dit, cette chanson-là pouvait passer à la radio sans que les radios soient trop embêtées. Et donc c'est ce qui a permis son passage cette nuit-là. Elle est devenue immédiatement une chanson symbolique, une chanson emblème, et vous allez voir, on va la réentendre dans d'autres extraits que je vous montrerai, ou vous pouvez la réentendre dans d'autres films que vous pourrez voir peut-être dans le cycle. Ce qui m'intéresse aussi, c'est dans cet extrait, c'est donc au-delà de l'importance en tant que document, c'est le paradoxe qu'il y a entre la force et la puissance de la chanson et de son pouvoir de convocation d'une énergie révolutionnaire, et en même temps la solennité du plan et le calme, voire la froideur un peu de l'animateur, comme j'ai dit, qui répète, vous l'avez vu au début, la strophe, lance le disque et termine en répétant la strophe. Donc on sent que c'est vraiment une espèce de mécanique pour lancer une action, et c'est pas du tout, voilà, il se laisse pas du tout emporter, on sent pas du tout une euphorie à ce moment-là. C'est purement un lancement de signal très mécanique. Et voilà, ce paradoxe fait qu'on pourrait penser que c'est simplement voilà, un film qui sert de document et qui n'a pas d'autre valeur que celle-ci.
Et en fait, en revoyant l'extrait, je me suis rappelé, j'ai relu plutôt un passage d'un texte de Nicole Brenes, donc, qui est professeur de cinéma, spécialiste en partie aussi du cinéma expérimental et du cinéma politique. Et dans un texte, dans un petit livre qui s'appelle Cinéma/politique, où en fait il y a 3 tables rondes dans ce livre, où elle reprend une table ronde faite autour de Godard à Los Angeles en 68, une table ronde en 1970 avec d'autres cinéastes, et où elle fait, elle, une table ronde avec des cinéastes militants en 2004. Il y a un petit texte en préambule qui s'appelle « Page arrachée au livre de l'histoire culturelle ». Et je voudrais juste, voilà, pour faire, comme une proposition d'analyse aussi sur cet extrait, vous lire le tout début de ce texte, enfin le premier paragraphe, qui est « Faire des images, quel que soit l'instrument dont on dispose, peinture, argile, celluloïde, bande magnétique, quels que soient les moyens de production que l'on accepte, conquiert ou s'accorde, c'est s'attribuer une parcelle de pouvoir symbolique. Pouvoir de créer quelque chose qui n'était pas là, pouvoir de conserver quelque chose qui était ou aurait été là, pouvoir de transmission, d'intervention, d'affirmation, de suggestion. » Et il me semble que voilà, les chemins de la liberté pourraient être relus aussi à l'aune de cette idée que voilà, simplement l'idée de faire des images, ou la possibilité de faire des images, c'est aussi créer, ou en tout cas s'installer dans un pouvoir symbolique, le pouvoir de transmettre, d'intervenir, d'affirmer et de faire des suggestions, évidemment dans un débat social et politique à suivre. Je dis un mot aussi sur voilà, Cinéquipe et sur le contexte dans lequel ensuite la révolution va évoluer, du point de vue du cinéma. Ouais, est-ce qu'on peut remettre du coup le... C'est moi qui dois remettre mes petites images, oui voilà. Le monde du cinéma va lui aussi faire sa révolution, en quelque sorte. Là, je sors un tout petit peu du film. C'est des choses qui ont été documentées. Du 25 avril au 1er mai 1974, c'est une période qui est une période vraiment euphorique. Les gens sont dans la rue, voilà, le gouvernement est renversé. Donc l'euphorie va l'emporter sur les divisions et les sensibilités. Et donc les cinéastes vont eux-mêmes s'organiser, et en gros, la révolution des cinéastes, elle a lieu plutôt le 29 avril. Donc quelques jours après, où en gros, eux aussi vont faire leur coup d'État, c'est-à-dire ils vont aller dans les locaux importants, dans les institutions de cinéma importantes, pour en gros virer les gens en place et prendre la main sur la production de cinéma. Et donc les 2 lieux clés, c'est l'Institut portugais du cinéma, l'IPC, qui serait une sorte d'équivalent du CNC, mais avec beaucoup moins de moyens à l'époque, et la direction des services des spectacles, qui en fait était la direction qui s'occupait de la censure. Et donc ça va permettre déjà de supprimer la censure. Et ensuite, par l'IPC, de peut-être potentiellement pouvoir gérer le financement du cinéma au Portugal. Alors tous les événements qui sont liés à cette révolution des cinéastes, si on peut le dire ainsi, ils ont été en fait documentés et quasiment relayés tout le temps dans une revue très importante, qui est la revue Cinéphile, qui est une revue de cinéma importante au Portugal. Et là, je vous ai mis juste voilà, la couverture du premier numéro qui est sorti après l'abolition de la censure, après la suppression de la censure. Et donc, en fait, quand on consulte cette revue de cinéma, elle est devenue quasiment à ce moment-là, pas un tract, mais quasiment un magazine militant aussi, avec dans les pages beaucoup moins d'articles finalement sur le cinéma ou sur la critique, etc. Mais un relais avec des tribunes, avec des résumés ou des comptes rendus de réunions, d'assemblées générales, etc. sur ce que les cinéastes étaient en train de faire pour le cinéma portugais. Voilà. Vous avez vu quelque part le lancement de la révolution par une chanson qui s'est faite donc dans des locaux de radio. Le deuxième moment, ma deuxième réponse romantique, mon deuxième moment, c'est ce qui va se passer évidemment dans la rue, et c'est ça qui compte, à travers le premier corpus d'images qui va fomenter en fait l'iconographie de la révolution, qui est la présence des soldats dans la rue. Et vous le savez, la révolution a été nommée révolution des œillets très vite parce que les gens dans la rue à l'époque sur les marchés à Lisbonne, à cette époque-là de l'année, les gens vendent des fleurs et notamment des œillets rouges, et donc les gens ont offert des œillets aux soldats, et donc on a toutes ces images de soldats qui ont des œillets dans les canons des fusils, sur leurs boutonnières, etc., etc. Et donc mon deuxième moment, je l'ai intitulé « Les soldats sont les fils du peuple », et je vais revenir là-dessus à travers plusieurs images.
Je peux pas vraiment... voilà, c'était compliqué de vous montrer un extrait spécifiquement là-dessus parce que... soit voilà, c'est des films dans lesquels il y a beaucoup de voix off et il faudrait que j'ai les sous-titres, et il n'y a pas toujours les sous-titres pour ces films-là, sous-titres français, même s'il y a peut-être des lusophones dans la salle. Par ailleurs, vous aurez la possibilité, si définitivement vous voulez passer la Saint-Valentin au Forum des Images, de rester après, puisqu'à 21h, il y a la projection d'un film qui s'appelle Les Fusils et le Peuple, qui sera parfaitement en accord avec ce que je vais dire. Enfin, c'est un des films sur lequel je m'appuie pour ce deuxième moment. Donc ce corpus d'images, voilà, c'est l'omniprésence dans la rue des soldats, qui sont donc ceux qui ont fait le coup d'État, qui ont renversé le régime dictatorial, et qui en même temps vont se retrouver immédiatement en cohésion, en communauté avec la foule, alors que ce n'était pas prévu en fait. Les gens devaient rester chez eux, il y a des signaux à la radio qui vont passer très tôt pour leur dire de ne pas sortir, puisque c'est une manœuvre militaire en quelque sorte, qui est en train de se dérouler dans les rues, mais évidemment les gens ne vont pas respecter cela. Donc voilà, j'ai choisi quelques petites images tirées de Les Chemins de la Liberté, dans lesquelles on voit voilà, plusieurs plans de soldats, et en même temps avec des gens autour, tout simplement les habitants de Lisbonne, les Lisboètes qui sont dans la rue, parfois des enfants aussi, comme vous pouvez le voir. Les 3 images que j'ai choisies sont aussi des images qui vont avoir aussi parfois une postérité. Ce sont des images qui sont les premières à être captées par les caméras de Cinequipa et qui en même temps vont être abondamment réutilisées. C'est-à-dire qu'on est immédiatement aussi dans une période où en effet il y a des équipes qui réussissent à tourner, mais toutes ces images-là vont servir de stock d'images pour plein d'autres projets après, pour plein d'autres films. Et donc il faut bien avoir en tête que c'est aussi pour ça qu'elles vont être médiatisées et qu'elles vont donner quelque part la teneur en termes d'images qu'on va retrouver un peu partout dans la presse mondiale, que vous allez retrouver dans les journaux. Voilà, ces soldats avec des œillets qui sont dans les rues de Lisbonne. Alors, cet élément me permet en fait de poser aussi une autre question qui pourrait d'ailleurs nous étonner, nous, aujourd'hui, c'est une révolution, donc si vous avez compris, c'est une révolution qui a été lancée le 25 avril 1974 par des soldats et qui va accoucher d'une révolution, parce que je ne l'ai pas encore dit, mais c'est ça qui se passe, le processus révolutionnaire, le PREC, c'est une révolution, la dernière révolution romantique qui aurait été une révolution socialiste. Donc ce sont des soldats qui renversent un régime dictatorial et qui, soutenus par le peuple, tentent de mettre en place un régime de type communiste. Et voilà, ça pourrait être quelque chose de difficile à imaginer d'un point de vue sociétal, le rapport que peut entretenir l'armée avec un peuple. Pourquoi il y a ça qui se passe au Portugal à ce moment-là? Là encore, il faut lire les travaux du sociologue Boaventura de Sousa Santos, qui, dans un livre qui s'appelle « L'État et la société au Portugal », définit plusieurs types de relations entre l'armée et le peuple. Il en analyse 3 temps symboliques de cette relation entre les forces armées et la société portugaise. Pour lui, il y a un premier temps qui serait un temps long, qui est tout ce qui s'est passé avant le 25 avril 1974, et qui serait, selon lui, une période qu'on pourrait nommer une période d'ordre populiste. C'est-à-dire l'armée est perçue par le peuple essentiellement à travers le service militaire obligatoire. C'est quelque chose qu'on doit faire, et c'est vécu comme un lieu de privation, mais aussi de promotion sociale, notamment pour des personnes issues du monde rural à cette époque-là. Donc voilà, c'est pour ça qu'il intitule ça comme une relation d'ordre populiste. Le troisième temps, je fais un bond, je saute le deuxième temps. Le troisième temps, c'est tout ce qu'il y a eu après, avec la transition démocratique, après 1976. L'armée va se professionnaliser, et donc c'est plus une armée qui est faite des gens qui sont appelés, et de fait va se creuser un écart relationnel, symbolique, entre l'armée et le peuple ou la société. Et c'est ce qu'il appelle une relation dépolitisée ou une relation social-démocrate. Et entre-temps, il y a eu un deuxième temps, du coup, le temps de la Révolution. Et ce temps-là, c'est une relation qui est caractérisée par l'alliance, l'union, la cohésion, la communauté même, entre l'armée et le peuple. Et il parle d'une relation qui est de fait, du coup, une relation révolutionnaire. Je le cite, il dit « Pour tout cela, la relation entre les forces armées et la société qui sous-tend l'univers symbolique du deuxième temps est une relation révolutionnaire. Les classes populaires sont convoquées pour participer collectivement à l'amélioration de leurs conditions de vie et elles le font avec la collaboration des forces politico-militaires véritablement à leur côté contre les classes antérieurement dominantes.
C'est de fait une relation très différente de la relation populiste qui était sous-jacente à l'univers symbolique du premier temps. Pour illustrer ça, au-delà des chemins de la liberté, le deuxième film important, et donc c'est celui que vous pourrez voir, comme je l'ai dit, après mon cours, c'est Les fusils et le peuple, qui dans son titre même d'ailleurs renvoie à cette union entre l'armée, les forces armées et la société. Et voilà, là, les images que vous voyez sont des images en fait où l'armée est un petit peu moins présente, puisque ce sont des images qui ont été tournées le 1er mai 1974, donc le premier mai libre au Portugal. Et évidemment, les gens ont décidé de bien le fêter. Et donc vous avez des énormes manifestations dans Lisbonne. Donc voilà, c'est une Lisbonne envahie, c'est une Lisbonne recouverte d'affiches, de banderoles et surtout de gens, de corps qui sont dans la rue pour fêter ce début de révolution. Ces images, elles vont être complétées donc, dans la relation révolutionnaire par l'introduction de personnages, si je puis dire, nouveaux dans le jeu des images de la Révolution. Ce sont évidemment le retour des leaders politiques, des exilés politiques. Ici, à gauche, Álvaro Cunhal, qui est le leader du Parti communiste portugais, le PCP, et à sa droite, Mário Soares, qui est le leader du Parti socialiste portugais, et qui reviennent d'exil, puisqu'ils avaient été obligés de ne plus être, ne pouvaient pas rester au Portugal pendant la dictature. D'ailleurs, le Parti socialiste portugais a été créé en Allemagne. Enfin bref, c'est des partis qui ne pouvaient pas avoir d'existence dans le régime dictatorial. Et ils peuvent revenir juste après le 25 avril. Et voilà, ils vont rentrer vraiment dans le jeu, si je puis dire. Il y aurait plein de choses à dire sur toute cette séquence finale et je vous invite du coup à rester en effet pour voir le film parce que la séquence est très longue, c'est difficile de trouver un extrait. Mais toute cette séquence-là, en fait, l'image que vous voyez là, bon là ils ont l'air contents, ils ont l'air unis par ailleurs. Évidemment, ce qui m'intéresse, c'est l'intrusion du jeu politicien et en fait, là, dans toute cette séquence-là, c'est vraiment toute la fin du film. Donc le film, si vous le voyez, il est constitué de 3 blocs d'images. Il y a tout ce qui est, ce que je vous ai montré avant, les images de manifestations dans la rue, la tentative de voir un peu comment on peut filmer cette foule. Il y a des séquences de témoignages dont je vais parler un petit peu après, et je vais vous montrer d'autres images qui m'intéressent un peu plus. Et il y a toute cette séquence finale dans le stade. En fait, c'est dans un stade, le stade qui s'est appelé ensuite le stade du 1er mai. C'est le seul endroit où on a réussi à rassembler toute cette foule pour assister à un meeting politique, le premier vrai meeting politique aussi libre, postérieur au coup d'État. Et du coup, il y a toute une séquence où on ne filme que les intervenants à la tribune. Vous voyez qu'on aperçoit les micros à gauche du cadre. Et donc, ça va être une tribune politique dans laquelle ces deux personnalités vont s'exprimer. Il n'y a pas que eux, il y a d'autres leaders syndicaux et d'autres leaders politiques qui sont là, plutôt de partis de gauche, évidemment. Et eux deux, en fait, il y a tout un jeu, c'est très amusant à analyser. Donc, encore une fois, quand vous verrez le film, si vous restez, vous pouvez, je vous donne juste cette piste-là, pensez à la façon dont la caméra suit les deux intervenants. Évidemment, c'est très compliqué, il y a plusieurs caméras, plusieurs équipes qui sont en train de tourner à ce moment-là, mais la caméra principale, en fait, et qui va servir ensuite de base dans les rushs pour le montage, par d'ailleurs Fernando Matos Silva, donc comme j'ai dit, celui qui a aussi fait les chemins de la liberté. Vous allez voir qu'en fait, il se passe plein de choses, en fait, rien qu'à travers les mouvements de caméra. C'est-à-dire que la caméra va essentiellement se concentrer sur celui qui parle, ce qui est assez logique d'un point de vue quand on enregistre un meeting politique, mais elle ne peut pas s'empêcher d'aller regarder ce qu'il y a à côté. Et donc, il y a des tout petits panoramiques systématiques où, en fait, la caméra va regarder, par exemple, Álvaro Cunhal quand il parle, mais plutôt que de le regarder lui, elle va tourner vers Mário Soares pour immédiatement voir les réactions selon les phrases qui ont été dites par Álvaro Cunhal et sentir un petit peu qu'il y a déjà des petites tensions ou que Mário Soares va réagir peut-être parfois de manière presque inconsciente par des gestes à des phrases qui sont prononcées par Álvaro Cunhal. Et donc il y a même un moment qui est vraiment très amusant, c'est-à-dire que Álvaro Cunhal, à un moment donné, c'est plus eux deux qui parlent, il y a quelqu'un qui est à la tribune, Álvaro Cunhal reçoit un message de quelqu'un qui arrive par derrière.
Il se penche, il l'écoute, et puis voilà, il s'arrête. Et du coup, on voit que Mario Suarez a vu qu'il avait reçu une information, il est très agacé, et donc on le voit avoir une espèce de geste spontané où il attrape le type qui vient de donner l'information, et il le traîne près de lui, il lui dit en gros, voilà, si tu le dis à Cunhal, tu me le dis à moi aussi. Et donc voilà, vous avez tout ce petit jeu de coulisses qui pourrait, sur le coup, ne vouloir pas dire grand-chose, et qui finalement révèle évidemment déjà ce qui est en train de se passer. Par ailleurs, il y a encore une fois, juste d'un point de vue du montage aussi, on peut sentir, même si c'est étonnant parce que si c'est Fernando Matos Silva qui a monté cette séquence, il était plutôt proche, enfin a priori, la Cinéquipe est souvent plus associée au Parti socialiste. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments qui ont l'air de mettre un peu en valeur Álvaro Cunhal dans cette séquence. Alors c'est peut-être à son corps défendant que dans le montage, on sent que le Parti communiste a une importance, on va dire, symbolique plus forte dans la façon dont le film, dans la séquence finale, est monté. Alors, cette union, oui, voilà. Cette union entre le peuple et l'armée, si je reviens à mon point de départ, elle est aussi symbolisée très vite par des dessins qui sont l'œuvre du caricaturiste João Belmonta, qui va réaliser ces dessins pour les campagnes de dynamisation culturelle et qui vont avoir lieu donc, à partir de 1975. Et bon voilà, elle synthétise, vous voyez, donc MFA c'est le mouvement des forces armées, POV c'est le peuple, et donc vous avez représenté très simplement un paysan, le peuple c'est un paysan forcément, et le MFA, le mouvement des forces armées, qui est représenté par un soldat. Et cette intrusion du jeu politicien dont j'ai parlé dans Les fusils et le peuple, on le retrouve aussi dans les dessins du caricaturiste, puisque un peu plus tard, il rajoute dans MFA peuple au milieu Vasco, MFA Vasco Povo, donc MFA toujours l'armée, Povo le peuple, mais Vasco c'est Vasco Gonçalves, le monsieur qui est au milieu, qui est représenté en costume, c'est celui qui a été le Premier ministre le plus longtemps durant la Révolution au Portugal et qui était proche, enfin qui était un communiste, qui était proche du Parti communiste. Donc voilà, c'est inséré entre le peuple et l'armée dans cette relation révolutionnaire, l'homme politique. Alors, pour sortir un petit peu de cette relation entre l'armée et le peuple, voilà, je voudrais revenir sur une autre séquence quand même dans ce film emblématique qui est Le fusil et le peuple. Et encore une fois, je ne peux pas vous montrer d'extrait, je vais vous en montrer d'autres. Je peux vous montrer d'extrait parce qu'il faudrait les sous-titres, et là, ça parle beaucoup. C'est des séquences de témoignages qui sont réalisées par Glauber Rocha. En fait, Glauber Rocha, le cinéaste brésilien, était au Portugal au moment de la Révolution et il participe évidemment avec ses collègues portugais, il se propose de participer au projet de film Les fusils et le peuple, et il va, avec une petite équipe, réaliser des séquences qui sont quasiment, souvent pour les observateurs d'aujourd'hui, les plus marquantes du film, puisque ce sont des séquences de témoignages tournées dans la rue, par ailleurs qui sont tournées, elles, en couleur, alors qu'il y a plein d'autres passages du film qui sont plutôt en noir et blanc. Et l'idée du cinéaste brésilien, Glauber Rocha, ici, c'est d'amener sans doute ses idées de son propre cinéma qu'il avait réalisé au Brésil, un cinéma qui voulait aussi mettre en avant une certaine idée, donc, qui était inspirée par ce qu'on appelait le troisième cinéma, un cinéma révolutionnaire en soi. Et il fait appel à une méthode ici qui est de susciter le cri, de susciter une réaction extrêmement vive. En tout cas, de rendre à la parole sa valeur de cri. Comme vous pouvez le voir là un petit peu dans cette image, donc c'est un soldat. Là, parmi les premiers témoignages, c'est évidemment des soldats et des marins. Donc on continue cette relation particulière avec l'armée. Et vous voyez, vous apercevez quand même en haut à droite du cadre la perche, enfin le micro. Et donc il y a dans ces séquences-là une forme artisanale en fait de tournage où on aperçoit comment c'est fabriqué. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on voit Glauber Rocha dans le cadre, on le voit lui-même en train de poser des questions. On voit parfois la perche. On sent que la caméra tremble, qu'elle bouge. Enfin voilà, il y a quelque chose de direct dans la façon dont c'est tourné. Il n'y a pas du tout une envie d'un point de vue esthétique, de vouloir faire absolument une belle image. Encore que, voilà, un autre exemple, avec cette fois un marin, donc il s'insère au milieu des marins, donc c'est pareil, au niveau du cadre, il y a quand même, même si je viens de dire que le but c'était pas de faire une belle image, c'est faux. En fait, il
Il s'insère soit dans des moments où en effet c'est un attroupement de personnes et il essaye de mettre la caméra au niveau des personnes interrogées. Lui, on le voit parfois intervenir dans le champ, là on ne le voit pas trop. Parfois la caméra va être un peu plus loin, comme c'est le cas ici. Et vous voyez, donc c'est Glauber Rocha qu'on voit à droite du cadre. On voit également le micro. Et cette fois, il est en train de se pencher pour interroger donc une personne qui se trouve en plus derrière un grillage. Donc, là aussi, en termes de construction de plan, il y a quelque chose où, en plus la séquence, c'est une de mes séquences préférées, mais je vous laisserai la découvrir. Il parle à cette dame, bon, je vais vous dire. Pourquoi elle m'intéresse? J'ai pas le temps ici, je veux rester dans le cours. Elle place ici une question importante aussi, sans doute un peu indirectement, qui est la question de la place de la femme dans la Révolution. Parce qu'il interroge plusieurs femmes. Là, pour l'instant, vous avez vu des soldats et c'était des hommes juste avant, mais là, c'est une femme. Et cette femme-là, en fait, le procédé de Glauber Rocha, c'est donc de stimuler des réponses très vives. Donc, en fait, il la harcèle de questions. C'est-à-dire qu'il lui pose des questions tout le temps, il ne lui laisse pas de temps de pause, et en fait, il veut susciter en elle une parole qui serait une forme de cri. Et il cherche aussi à comprendre ou à saisir s'il y a un soutien de la Révolution. Or, par exemple, cette femme, elle va répondre de manière complètement, alors pas cynique, mais assez désillusionnée, en lui disant clairement, en gros, mais, enfin, ouais, ok, ce qui se passe, c'est très bien, oui, sans doute, mais moi, j'ai du travail. Et donc, voilà, il y a un échec, entre guillemets, du procédé de Glauber Rocha, qui serait de faire jaillir une espèce de parole populaire où les gens seraient complètement euphoriques sur la Révolution. Il tombe face à une résistance. Et cette séquence, elle va être en plus pas en contrepoint, mais d'autres paroles de femmes qui vont arriver juste après, où évidemment ce sont des femmes qui ne viennent pas du même milieu social, ce sont des femmes beaucoup plus jeunes, qui font partie d'un mouvement féministe. Et donc d'un seul coup, voilà, il y a une espèce de, juste par ces séquences de témoignages et par le montage et par la façon dont ils se positionnent par rapport à elles, il y a quelque chose qui jaillit d'une contradiction un peu entre des moments ou des expressions qui seraient déjà féministes et progressistes, et des expressions d'une partie aussi de la population qui, pour l'instant, ne voit pas vraiment comment ça va changer les choses pour elle. Par ailleurs, là, le cadre, elle est derrière une grille, elle est en contrebas par rapport à lui. C'est parce que là, la Lisbonne que vous découvrez, ce n'est plus la Lisbonne des rues et des beaux vieux bâtiments du centre-ville, c'est évidemment les bidonvilles de Lisbonne, puisque à cette époque-là, il y a encore une grande partie de la population qui vit dans des bidonvilles autour de Lisbonne, et qui va faire d'ailleurs qu'un des enjeux de la Révolution, c'est de résoudre le problème du logement. Bon, c'est un petit détour par la question de la place de ces témoignages de femmes. Je reviens à la méthode de Glauber Rocha, qui est donc d'intervenir dans la parole des gens dans la rue. Là, vous voyez un monsieur un peu plus âgé, et puis vous avez plusieurs témoignages avec la caméra qui se rapproche parfois en quasi gros plan, donc on a de vrais portraits, toujours avec en off la voix de Glauber Rocha qui leur assène des questions très très vives, des questions qui sont progressives. Au début, quand il parle à des soldats, il part sur la guerre, et puis il devient de plus en plus intime, et puis il leur pose des questions sur leur engagement par rapport à la Révolution, qu'est-ce que ça va changer pour eux, etc., etc. Le but étant, encore une fois, je vous ai dit, de donner des séquences très très dynamiques. Voilà, là, ça, c'est les jeunes femmes dont je parlais tout à l'heure, qui, elles, sont beaucoup plus politisées. Enfin, là, c'en est une, mais il y en a d'autres autour d'elles, et qui représentent, qui sont en tout cas des voix du mouvement féministe, d'un des mouvements féministes au Portugal qui s'est créé à cette époque-là, et qui vont évidemment avoir un discours beaucoup plus élaboré, et qui vont répondre à Glauber Rocha de manière beaucoup plus rapide, pour le coup, et beaucoup plus précise, contrairement aux autres images qu'on a vues avant. Et puis, voilà, à un moment donné, quand même, quand j'ai dit qu'il n'y avait pas de belles images ou qu'il n'y avait pas que le but, c'était d'abord de se concentrer sur la parole, il y a aussi ce type de plan où, en fait, la caméra part d'assez loin et va jouer sur des effets de quasi-contre-plongée. Donc, c'est le cas ici. Et en fait, la personne, par ailleurs, parle. Donc, on l'entend et elle est obligée de crier pour répondre parce qu'elle sent, on lui dit de crier parce qu'elle sait que la caméra est loin et que le micro est loin. Donc ça aussi, c'est voulu. Alors ça pourrait être un petit peu, on pourrait se dire, c'est pas très sympa de la part de Glauber Rocha de forcer les gens en mettant la caméra loin à crier. Mais voilà, c'est voulu parce que ça crée une espèce de plan où vous voyez, on voit en arrière-plan le bidonville, on voit cette Lisbonne qu'on ne voulait pas voir, cette Lisbonne désolée.
et ça place voilà, le témoin sur une espèce de piédestal, qui n'en est pas un, au milieu de ce bidonville, et elle est obligée de forcer sa voix pour répondre. On va retrouver un peu ça ici, avec une personne plus âgée aussi, qui en plus se tient autour d'une espèce de poteau dans le bidonville, donc ça donne une espèce d'image aussi, où voilà, le vieil homme est accroché à une espèce de tronc comme ça, auquel il se rattache. Et pareil, il répond aux questions de Glauber Rocha, et la caméra est, vous voyez, en légère contre-plongée. Même chose ici, où alors là, ça commence à donner des plans avec une espèce de figuration du peuple, d'un peuple évidemment très pauvre dans les bidonvilles, qui voilà, est bras en l'air, qui commence à être du coup plus véhément. Ça donne une image beaucoup plus qui commence à être un peu violente. Et puis ils ont même des banderoles, et ils ont des outils dans les mains. Ils commencent à avoir voilà, des revendications aussi, au fur et à mesure que les questions de Glauber Rocha avancent. Toujours la contre-plongée aussi, qui donne l'impression qu'on est quasiment sur une sorte de tableau qui n'est pas sans rappeler certains, pour le coup, de tableaux, je veux dire, de références picturales dans la peinture soviétique notamment, révolutionnaire. Voilà. Et cette méthode, en fait, assez surprenante de Glauber Rocha, qui cherche à provoquer donc des réponses, des interrogés, elle amène à penser, ou à repenser en tout cas, la valeur des témoignages. En fait, ce qu'il cherche à faire, c'est ce que Jacques Rancière, dans Le Spectateur émancipé, définit comme étant la puissance de la voix opposée aux images, qui doit s'exprimer, selon lui, en images avant tout. Et donc vraiment, on l'a vu, enfin, voilà, en vous montrant les quelques images ici, les quelques captures d'écran, et que vous pourrez peut-être voir dans le film. C'est cette puissance de la voix qui normalement s'oppose aux images, mais qui doit s'exprimer selon lui en images, par le cadre aussi, et par la façon dont la caméra va accompagner cette parole. Et il dit aussi, voilà, le refus de parler et l'obéissance à la voix qui commande doivent donc être rendus visibles. Et donc c'est ce que, je pense, Glauber Rocha a aussi essayé de faire ici. Donc ces séquences qui sont assez uniques dans le montage du film Les fusils et le peuple, donne à voir ici une parole libérée, mais qui est une parole forcée. Oui ? Ouais, je vais vous en montrer une juste après. Enfin, de ce film-là, vous voulez dire ? De ce film-là, malheureusement, il passe après, et comme j'ai dit, moi, j'ai pas d'extrait avec sous-titres, donc c'est pour ça que j'ai préféré montrer les images. Mais après, je vais vous montrer d'autres extraits d'autres films. Voilà. Oui, je sais, je suis d'accord. Désolé. Voilà, donc je disais, les séquences ici proposées par Glauber Rocha, en fait, elles donnent à voir une parole qui est libérée, mais qui est forcée, et qui cherche ici peut-être à accompagner l'émancipation des expressions d'un peuple, accompagner au sens étymologique du terme, qui signifie celui qui mange le pain avec, et donc soit ici une forme de partage, le cinéaste met aussi en partage sa technique cinématographique pour libérer cette parole brûlante. Voilà, là, c'était mon deuxième moment, et donc on a vu que ce deuxième moment est caractérisé par l'éruption de la foule dans un coup d'État militaire. Et le troisième moment que je vous propose, c'est de revenir à quelque chose d'important aussi, qui est la mer à Lisbonne. Et par la mer va venir une autre menace, qui est une autre armée, qui est celle de l'armée américaine, notamment. Et pour illustrer ça, parce qu'en fait, au moment de la Révolution, l'armée américaine, enfin l'OTAN, s'est inquiétée du fait qu'il y avait un régime peut-être socialiste qui allait s'installer aux portes de l'Europe. Et donc un porte-avions a commencé à se rapprocher, enfin est venu dans l'embouchure du Tage à Lisbonne. Et il y a un cinéaste qui va s'emparer de cette intervention. C'est un des grands cinéastes du cinéma portugais que vous connaissez peut-être, qui est João César Monteiro, qui est l'enfant terrible de la critique portugaise, et qui va faire un film à cette époque-là qui s'appelle « Que ferais-je de cette épée ?», qui est un film qui est sorti en 1975. Et voilà, je vous propose d'en regarder un extrait qui se situe plutôt à la fin. Pareil, je n'ai malheureusement pas de sous-titres, mais je vous dirai un petit peu ce qui s'est dit. Voilà, on peut regarder l'extrait numéro 2, « Que ferais-je de cette épée ?»
Voilà, oui, malheureusement, je vous ai montré du coup la fin du film. Mais bon, ce qui n'a pas vraiment par ailleurs d'importance, sauf qu'on retrouve le motif donc de cette jeune femme que vous avez vue habillée en tenue guerrière, qui est interprétée par Margarida Gil, qui est aussi une cinéaste importante à ce moment-là. Elle tourne le dos à Lisbonne, elle affronte la mer, la menace qui vient de la mer, et donc qui est représentée par de véritables images d'archives du porte-avions américain qui est venu se rapprocher de Lisbonne pour surveiller ce qui se passait. Évidemment, c'est un essai, enfin ce que propose Jean-César Montero ici, c'est un essai anti-impérialiste assez évident, puisqu'il va dans le film imbriquer donc, ces images d'archives avec des témoignages de soldats, et notamment il y a des soldats français aussi, qui vont témoigner de leur présence à Lisbonne à ce moment-là. Il va mettre ça en parallèle, comme vous l'avez vu, avec une certaine provocation politique et l'envie de citer une référence cinéphile évidente qui est le Nosferatu de Murnau, puisque vous avez aperçu ici un petit plan tiré de Nosferatu. Et en fait, on le voit dans plusieurs moments du film intervenir. Et évidemment, la métaphore est assez claire. Par le navire, par l'eau, par la cale, arrive la peste. Et la peste, indirectement, c'est l'impérialisme américain. Pourquoi cette menace de l'impérialisme américain et pourquoi ça intervient à ce moment-là donc à Lisbonne, dans le Lisbonne révolutionnaire? C'est parce que pour le cinéma, évidemment, bon, au-delà de la question de la culture, de l'imposition de la culture américaine, on est encore dans la logique évidemment de la guerre froide à cette époque-là. Donc les enjeux géopolitiques sont assez évidents. Juste, je dis un mot sur le cinéma pour le coup par rapport à cela, c'est que évidemment du côté du cinéma, la culture américaine était déjà très présente, et en fait dans les salles de cinéma au Portugal à cette époque-là, on ne peut voir quasiment que des films américains. Et donc un des enjeux du cinéma portugais, ça va être aussi d'essayer de combattre cette omniprésence du cinéma américain pour que puisse exister un cinéma portugais. Donc ça explique peut-être aussi la virulence, pour le coup, en quelque sorte même symbolique du film ici, à travers ce côté décalage entre le Nosferatu, le porte-avions, et cette guerrière qui a l'air d'être aussi complètement hors du temps. Et donc ça, c'est aussi tout le côté fantasmagorique qu'on peut retrouver dans d'autres films de Montero, mais qui ici intercale du coup aussi de la fiction avec du documentaire, puisque ce personnage de Margarida Gil est un personnage fictionnel. C'est une guerrière inventée, et en même temps il y a des images d'archives dans le film. Il y a d'autres séquences qui sont fictionnelles dans le film, imbriquées avec des séquences documentaires. Et donc j'ai aussi pris cet exemple parce qu'il me permet de poser quelque chose de très important, qui était déjà là sans doute dans le cinéma portugais, mais qui va être quelque part accentué par le cinéma de la Révolution. C'est ce que ma collègue et amie Raquel Schaeffer appelle l'indétermination des genres. Elle a beaucoup travaillé sur le cinéma mozambicain, et comme caractéristique du cinéma portugais, le fait que l'imbrication entre fiction et documentaire est systématiquement présente, et que cette fracture entre d'un côté le documentaire et la fiction est complètement dépassée pour le cinéma portugais. Si vous êtes habitué au cinéma portugais ou à voir des films même contemporains, c'est un trait caractéristique qu'on retrouve assez souvent, et que par exemple Montero a beaucoup travaillé aussi. Bon, à l'époque, Montero, par ailleurs, dans Cinéphile, la revue dont je vous ai parlé au tout début, se montre aussi très virulent envers ce qu'il faut faire comme cinéma. Et il va se détacher très vite, lui, du cinéma qui ne fait que filmer la réalité, ce qui se passe dans les rues, etc. Il a écrit dans un numéro en mai 1974, il dit « Si le cinéma ne court pas plus vite que la réalité, il court le risque de le subjuguer comme un pâle reflet. » Donc l'idée, c'est très vite d'inventer de nouvelles formes, aussi de proposer de nouvelles formes pour que on ne reste pas simplement sur les événements révolutionnaires. Donc après avoir parlé de ce trait caractéristique, qui est donc l'indétermination entre fiction et documentaire, je vais me permettre quand même une incartade vers un film qui serait plutôt de fiction, encore que vous verrez l'extrait que j'ai choisi nous mélange un petit peu quand même les deux genres. C'est un extrait d'un film qui s'appelle Dina et Django, qui est passé tout à l'heure, peut-être qu'il y en a qui en sortent en fait, et qui va repasser, je crois. Et c'est un film d'une réalisatrice qui s'appelle Solveig Nordlund, et donc ça me permettra d'introduire mon quatrième moment qui est Révolution et désir, puisque dans ce film, dont le titre ne laisse pas de doute,
avec une sorte de filiation avec Bonnie and Clyde, en quelque sorte, puisque Dina et Django, c'est le prénom d'une jeune fille et le prénom d'un garçon. En fait, Solveig Nordlund s'est inspiré d'un fait divers qui a vraiment eu lieu au Portugal au moment, à peu près pendant la Révolution, à Lisbonne en 1974. Un jeune couple, ils avaient 23 ans, lui avait 23 ans, elle avait 17 ans, ont assassiné un chauffeur de taxi pour lui voler de l'argent, et qui est en fait une somme, pour le coup en plus par ailleurs, qui était une somme ridicule. Et donc voilà, c'était un petit fait divers à l'époque. Elle a pris ce fait divers, elle en a fait un film, où évidemment c'est un film où les pulsions vont se rencontrer, Eros et Thanatos, et qui va révéler dans sa séquence centrale une tentative de souder désir et révolution, selon moi, puisque le personnage principal du film, le personnage principal masculin du film, Django, dit, juste avant la séquence que je vais vous montrer, « Les gens doivent avoir un idéal, le mien c'est l'amour ». Ce qu'il ne dit pas encore, c'est qu'il est prêt à tout pour survivre, et que ce personnage de rebelle qu'il incarne va en fait utiliser Dina pour détrousser des hommes. Et donc voilà, on pourrait imaginer que c'est lui qui représente une sorte de figure subversive dans la longue lignée de figures de rebelles qui renversent le système, qui s'attaquent aux riches, etc. Or, je pense que c'est plutôt Dina qui incarne ici quelque chose d'assez intéressant et d'assez complexe, puisqu'en fait, elle est engagée comme une bonne, elle travaille, elle est encadrée par sa grand-mère qui ne la laisse jamais sortir, et elle travaille comme bonne auprès d'une famille de la classe moyenne supérieure, et elle subit une sorte de double peine, qui est on va dire l'emprisonnement familial, et en même temps l'exploitation par une famille. Voilà, donc je vous propose de regarder la rencontre, une partie de la rencontre entre Dina et Django, donc l'extrait numéro 3, si je ne dis pas de bêtises, Dina et Django. E agora vou pôr disco para a miúda mais gira que eu conheço. É difícil de explicar. Não sei se está a ver. Você é uma moça com classe. Anda a estudar e isso tudo. Mas pronto, o que é de fazer? Sinto uma inclinação por si que não sei explicar. É assim uma coisa esquisita. Parece que fiquei hipnotizado. Voilà, l'extrait est assez court, c'est une partie seulement de la rencontre entre Dina et Django. Je suis désolé, encore une fois, il n'y avait pas les sous-titres. Bon, en gros, il lui a sorti des phrases d'amoureux, de séducteur plutôt, en lui disant que voilà, c'était une jeune fille avec de la classe, qui ne savait pas comment il pouvait expliquer qu'il était attiré par elle. Et il dit, voilà, à la fin, c'est comme si j'avais été hypnotisé. C'est la dernière phrase, avant que la musique, dans le mixage, on voit que la musique reprend un peu la musique qu'il a lancée. Voilà, donc c'est une séquence de rencontres romantiques dans un bar qui est a priori un peu fermé, un peu vide. Ils sont tous les deux isolés du monde, et ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment ce désir amoureux qui peut naître entre eux se fait durant la Révolution. Et en fait, même Solveig Nordlund place la rencontre pendant la nuit de la Révolution. Donc en fait, ils se rencontrent dans la nuit du 24 au 25 avril, si bien que quand ils vont sortir, ils vont penser peut-être que c'est pour eux qu'il y a tout ce tumulte, parce qu'elle a fugué, entre guillemets, de l'emprise de sa grand-mère. Donc à un moment donné, quand elle va voir des policiers, elle va penser que c'est elle qu'on cherche, alors qu'en fait, il y a une révolution qui a lieu.
Donc cette rencontre, par ailleurs, elle se fait entre Dina, qui est une jeune fille qui ne peut que fantasmer sa vie à travers des romans photos, et Django, qui est un mauvais garçon libre et épris de son propre romantisme. Et voilà, cette rencontre a lieu dans la nuit du 24 au 25 avril. Donc coup de foudre comme coup d'État. La nuit lisboète s'étire autant dans les masses qui s'embrassent dans les rues, qui sont des images réelles d'archives, ce que vous avez vu là, à la fin, que dans les longs regards explicites qui embrasent Dina et Django. La Lisbonne, ici, que vous voyez aussi dans ce film, ceux qui l'ont vu ou qui le verront, elle est nocturne, elle est sombre, c'est une Lisbonne bien différente de ce que les films montrent du pays à l'époque. C'est une Lisbonne aussi où on voit moins de gens, vu que ça se passe la nuit, il y a moins ce côté effusion, euphorie que j'ai pu vous montrer dans les extraits précédents, dans les images précédentes. Voilà. Et cette incursion dans la nuit lisboète et dans le désir amoureux, elle me permet de poser aussi une autre question, c'est finalement, est-ce que la révolution était un fantasme de Dina? À un moment donné, on peut se demander dans le film, est-ce que c'était une révolution rêvée, fantasmée, qui n'a existé qu'à travers les fantasmes de cette jeune fille? Alors pour y répondre, du documentaire à la fiction, il faut à un moment quand même revenir dans le documentaire, dans les traces de la révolution, et j'en viens à mon 5e moment dans cette réponse romantique, c'est les murs de ce que j'ai appelé les murs de la révolution. Comme le rappelle l'artiste Eduarda Dionisio, les urbanistes et les artistes plastiques avaient en 1975 un terrible rival, les murs de la ville. Il y a un corpus d'innombrables images des murs de la Révolution qui a été travaillé cinématographiquement par plusieurs artistes et cinéastes. Il y a plusieurs films qu'on pourrait évoquer. Il y en a un qui s'appelle Murs peints de la Révolution portugaise d'un cinéaste qui s'appelle Antonio Campos. Il y en a un qui s'appelle Peinture collective, mouvement démocratique des artistes plastiques par un cinéaste qui s'appelle Manuel Costa e Silva. Mais celui que j'ai choisi, c'est un film d'une poète qui s'appelle Anna Atterley et qui était en marge du cinéma militant en tant que tel, par exemple de films comme Les Chemins de la Liberté ou Les Fusils et le Peuple, et qui a tourné plusieurs films pendant la Révolution, petits films en Super 8, qui vont célébrer l'énergie révolutionnaire. Et l'exemple que j'ai choisi, c'est donc un film qui s'appelle Révolution, qui célèbre cette créativité révolutionnaire à travers les murs de Lisbonne. Et donc je vous propose en fait de le regarder en entier. Donc le film s'appelle Révolution. Voilà, on regarde l'extrait, enfin pas l'extrait, le film en entier, numéro 4, Révolution. Se alguém queria saber quais eram os sentimentos, qual é a vontade, quais são os objetivos do nosso povo, hoje, este dia, deu a resposta. Em 25 de abril, as Forças Armadas destituíram o governo fascista e colonialista de Marcelo Caetano.
celeiro da nação. Nós somos alentejanos, somos da terra do pão. Viva o MLSTP! Viva a Frelimo! Viva a Fretilin! Viva a Revolução Africana! Viva a justa luta do povo português! Viva o camarada Amílcar Cabral!
objetivos sejam realmente alcançados, para que tenhamos a riqueza necessária para poder distribuir equitativamente pelo nosso povo, necessitamos de produzir essa riqueza. Necessitamos de dar aos trabalhadores o controle da produção e da gestão da riqueza nacional. Voilà, donc on a changé de registre aussi et de type de film, puisque c'est un film, comme j'ai dit, tourné en Super 8 et qui est plutôt du côté du cinéma expérimental, avec ici la volonté d'enregistrer de façon frénétique les inscriptions et les collages, aux accents révolutionnaires évidemment, qui recouvraient les murs de la ville à cette époque-là. Par ailleurs, il y a tout un travail évidemment sur la bande sonore de cette ode visuelle, avec des cris et des chants de la foule. On retrouve la chanson de José Afonso, on Grandola Vila Morena, on entend l'hymne national portugais, on reconnaît des discours d'hommes politiques également, on reconnaît la voix d'Alvaro Cunhal au début notamment. Voilà, donc c'est un essai dans le champ du cinéma expérimental produit par la poète Anna Atterley. Et l'idée, là aussi, un peu comme ce qu'avait voulu tenter Glauber Rocha, c'est de redonner aussi de la force à la valeur du cri en politique. Et voilà, c'est rendu par ici la frénésie du montage de ces images en Super 8. C'est un exercice sur la vitesse par le montage, mais aussi par la saturation. Il y a un moment donné où on ne saisit plus exactement ce qu'on voit. Et donc le film semble célébrer la force du mouvement. Et là encore, c'est une proposition qui sort complètement du champ de ce qui a été produit à l'époque dans le cinéma militant, notamment pour la télévision. Donc c'était une sorte de célébration euphorique et euphorisante de la Révolution par l'image et par son pouvoir subversif. Et pour terminer, voilà, le sixième moment auquel je voulais vous amener, c'est la question de ce qui reste de cette Révolution et donc de la mémoire de la Révolution. Il y a pour cela un film qui me semble résumer un petit peu les enjeux de la mémoire de la Révolution, qui est sorti assez tardivement. Enfin, là, on va faire un bond après le processus révolutionnaire, en 1981. Un film qui d'ailleurs est sorti à l'époque en premier à Paris, puisque c'était difficile de le sortir au Portugal. C'est un film qui s'appelle Bon Peuple Portugais, qui est un film de Rui Simoes, et qui, dans son processus de production, par ailleurs, a épuisé la coopérative au sein duquel il a été produit, une coopérative qui s'appelait Virver. Et il a travaillé pendant près de 4 ans pour faire le montage du film, au point que ça a épuisé toute l'équipe et sa monteuse, qui a fini par abandonner. Et donc il a fini le film seul. C'est une œuvre donc de montage, au sens où, comme le dit Robert Bresson, le montage, c'est là où tout refleurit. Et donc voilà, je vous propose qu'on regarde pour terminer le début de Bon Peuple Portugais. Voilà, on peut regarder donc le dernier extrait. Mãe minha amada, quem tem
Mamãe tem tudo, quem não tem, mãe não tem nada. Ao passar da ribeirinha pus o pé, mulher meia não casei, na minha terra fui casar, em terra alheia. Fui casar em terra alheia por não querer casar, na minha pus o pé, mulher e a meia ao passar, e a ribeirinha. Eu com terras de cigarros arranjei uma namorada e encontrou meu sogro em Faro, lá vai uma cigarrada.
Quando o prisioneiro viveu tanto tempo na penumbra da caverna e vem à superfície, ao mostrar-se-lhe os objetos diretamente iluminados pelo sol, ou o próprio sol, ele encadeado não vê nada. É preciso primeiro educar a sua vista, fazê-lo contemplar as coisas na penumbra, depois aumentar progressivamente a luz, até que ele seja capaz de fixar o próprio sol. Voilà, ce que vous avez vu, c'est la séquence d'introduction donc du film Bon Peuple Portugais. Le film est dédié au peuple portugais. Et bon voilà, pour juste dire un petit peu peut-être les choses que vous pourriez ne pas avoir identifiées, il y a plusieurs événements qui sont synthétisés. En fait, on retrouve les images de la Révolution, donc avec évidemment les soldats dans la rue. Ensuite, on retrouve aussi donc la mise en place d'une junte de salut national avec quelques leaders militaires qui vont diriger le pays dans la transition vers le premier gouvernement provisoire, l'arrestation des agents de la PID DGS, vous avez peut-être vu le sous-titre, donc la PID c'était la police politique en place pour soutenir le régime de Salazar, donc la police qui a pratiqué la torture et la condamnation de tout opposant politique. Voilà, et donc ces événements sont à nouveau représentés, mais cette fois, vous voyez, systématiquement avec des effets de trouble, c'est-à-dire l'image est au ralenti, il y a des sons qui viennent troubler l'image avec des sons comme des sirènes, avec des cris, des bruits très très forts. Et tout ça est imbriqué avec des images, cette fois tournées par Rui Simoes, donc la séquence d'accouchement au tout début, ensuite la séquence de chant dans un espèce de petit bistrot, et puis la séquence notamment à la fin de l'accordéoniste au milieu d'un chant. Toute cette séquence fait pour moi bloc en fait, et elle présente l'enjeu, enfin ou le mode de fonctionnement du film, qui va être tout simplement une représentation de la Révolution à travers une mémoire mélancolique, puisque Rui Simoes fait ce film, comme je l'ai dit, bien après la Révolution, donc une fois qu'elle s'est terminée, une fois que la démocratie s'est installée, mais pour lui, la Révolution n'a pas été au bout, et donc évidemment, c'est aussi le regard de quelqu'un qui estime qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, et il regarde la Révolution sans doute avec cette forme de mélancolie. Du coup, l'archive, l'image qui est devenue une image d'archive, cette fois, il va la travailler, il va la manipuler, il va la troubler, comme je l'ai dit. Et là aussi, on retrouve une dimension expérimentale dans le champ du documentaire, ici, dans la façon dont les images sont agencées. C'est comme ça que le film était défendu à l'époque, hein, comme un essai dans le domaine de l'expérimental. Si on se réfère au texte qui est écrit pour le film par une écrivaine qui s'appelle Teresa Sá, et la voix off aussi que vous avez commencé à entendre, mais qui est très importante aussi, qui est dite par José Mario Branco, qui est un grand chanteur aussi portugais, et qui est une voix off pas du tout explicative, pas du tout informative, comme on peut l'entendre dans tous les documentaires de l'époque, mais qui est une voix qui est très poétique, enfin le texte est très poétique, et qui est une voix qui est un souffle, qui est portée par un souffle très entre la tristesse et la mélancolie, tout simplement. Alors, juste pour terminer, parce que je crois je suis dans les dépassements du temps. Le film, vous voyez, s'ouvre avec une citation de Platon, la fameuse allégorie de la caverne. Et peut-être pour qualifier pourquoi on a cette dimension un petit peu mélancolique à la fin de cette projection, c'est sans doute que Rui Simoes n'oublie pas que dans la République de Platon, il est dit qu'il y a deux moments en fait dans cette allégorie où les yeux peuvent être éblouis, et il faut donc une habitude du regard. C'est le passage de la lumière, il y a deux moments qui troublent et affectent les yeux, le passage de la lumière à l'obscurité et le passage de l'obscurité à la lumière. Et donc je pense qu'il n'a pas oublié cela, et quand il réalise son film, il y a aussi cette vocation à intervenir
sur les images, sur la façon dont on les a gardées en tête et de les proposer à nouveau aux spectateurs. Donc plus qu'un cinéma d'intervention, un cinéma militant propre à intervenir dans le débat social et politique, ici l'idée c'est de faire ce que j'ai appelé moi un film révolution, un film qui est lui aussi la révolution, qui a l'essence de la révolution et qui essaye de sublimer par la mélancolie l'énergie de l'assaut révolutionnaire en une forme de lucidité poétique. Et c'est ainsi que du coup je terminerai ces 6 moments romantiques comme j'ai essayé de vous les proposer. Merci à vous pour votre écoute.